Alors, dernière table ronde, on n'est que 3. Vous êtes que 3, mais ça va nous laisser du temps et on va rester dans les paramètres. Donc, on a le plaisir d'accueillir Martin Hirsch, qui est aujourd'hui directeur général d'assistance publique, mais qui est surtout un des fondateurs, enfin le fondateur du RSA, et qui a pris le temps, le soin, si je puis dire, de faire une expérimentation avec d'ailleurs nos équipes de l'École d'économie de Paris, avant de se lancer dans le grand bain du RSA. Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique, et Diana Filipova, qui est notamment alors connecteur, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire animatrice du think tank. Voilà, vous nous le présenterez, peut-être ça sera l'occasion de dire tout ça. Donc on va engager la conversation. Le thème, c'est repenser l'État-providence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le revenu universel doit se penser dans l'ensemble des transformations qu'a connu notre système d'État-providence, avec le RMI, le RSA, beaucoup d'autres choses. Comment ça s'inscrit dans cette logique? Comment ça le complète? Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ces différents arbitrages, les jeunes, les vieux. Une remarque qui a été faite par Yannick, qui était très intéressante sur le système de retraite aux Pays-Bas. Moi, j'ai été dans la commission de réforme des retraites, et en effet, on nous a présenté qu'aux Pays-Bas, à partir d'un certain âge, disons 65 ans, tout le monde reçoit le salaire minimum, qu'il ait cotisé ou pas, que ce soit un homme, une femme, ce qu'on voudra. Et ça change beaucoup les qualités du système de retraite, le reste étant à charge des gens de se débrouiller avec des systèmes privés. Ça donne à réfléchir sur la manière dont on a construit un système qui reste quand même très bismarckien. Voilà. Martin, vas-y. Merci de ta présence, d'avoir participé toute la journée. Tu es très occupé. Ça nous fait beaucoup d'honneur et de plaisir de t'avoir avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Puis merci pour cette qualité de présentation. C'était très intéressant. Je vais dire une petite phrase sur État-providence et le lien à ça. Ensuite, je vais revenir sur quelques points sur l'origine du RSA par rapport à ce qui a été présenté sur le revenu d'existence. Puis ensuite, je vais reboucler sur l'État-providence rapidement. Mais moi, la conception que je défends depuis longtemps, c'est de dire que ce qu'on doit chercher à faire, c'est à permettre à tout le monde d'avoir une place utile dans la société qui lui donne des moyens dignes d'existence. Et tous les mots sont importants. Place utile dans la société, ça veut dire un lien au travail, à l'activité, au bénévolat, etc., qui fasse que la société ait besoin de vous. Pour moi, l'exclusion, c'est quand vous êtes inutile dans la société. On pourrait en discuter, mais je caricature un tout petit peu, mais c'est une conviction profonde. Et puis, deuxième étape, on ne peut pas demander aux gens d'être utiles dans la société s'ils crèvent la faim, s'ils n'ont pas les moyens de se loger, de se vêtir, etc., etc. Et donc, tout repose là-dessus. Et ensuite, quand on fait deuxième étape du raisonnement, c'est de se dire, est-ce que les revenus du travail peuvent permettre de fournir tout cela? Et la réponse est clairement non. Et c'est un sujet dont on a peu parlé, je trouve, pendant cette table ronde, et qui me paraît central et qui était au cœur de la naissance du RSA, c'était de dire, on a une société qui finalement a détruit les emplois à faible productivité, et donc qui balance sur le côté de la société toute une partie de la population, soit parce qu'elle a une faible productivité, parce qu'elle est trop jeune, pas assez qualifiée, soit parce qu'elle est trop vieille, soit parce qu'elle n'a pas le bon métier, la bonne formation, etc. Et avec la construction du coût du travail, on n'est pas capable de les réintégrer. Et pour moi, c'est le sujet majeur. Alors, je fais le petit retour en arrière. Moi, ça m'a beaucoup amusé la présentation d'Antoine sur la conception du revenu d'existence, parce que je ne sais pas s'il a regardé le rapport qui s'appelait « La nouvelle équation sociale » qui a donné lieu à la naissance du RSA. Le RSA, tel qu'on l'avait conçu, on est donc en 2005. C'est un RSA qui a été fusion du RMI, de la prime pour l'emploi, des aides au logement, qui étaient mensualisées et dont on se disait qu'ils pouvaient être en partie payés avec le salaire. Alors, j'y reviens 2 secondes. Pourquoi il n'a pas existé comme cela? Sur la fusion avec les aides au logement, ça a été refusé par tous les acteurs du logement, qui considéraient que du coup... alors que nous, ce qu'on avait derrière, c'était les études de l'École d'économie de Paris, notamment de Gabriel Fac, qui montraient que quand on individualisait les aides au logement, il y avait effectivement un effet inflationniste qui faisait que 80% des aides au logement étaient en fait captées par les propriétaires et non par les locataires. Et donc, en
en perdant l'individualisation des aides au logement ou la visibilité des aides au logement, on pensait qu'on pouvait complètement atténuer cela. Mais il faut voir que ce sont les acteurs du logement. La Fondation Abbé Pierre a gueulé contre moi en disant « Salaud, traître, comment tu peux faire ça ?» Première chose. Deuxième chose, la fusion avec la prime pour l'emploi, elle a été refusée par deux catégories, la droite et la gauche. C'était vachement intéressant. Et la droite et la gauche, comme on dit maintenant. La droite la refusait en disant « il est scandaleux, les bons travailleurs qu'on aime bien, qui gagnent la prime pour l'emploi, on ne peut pas les reléguer en des mauvais travailleurs qui toucheraient le RSA, donc il faut maintenir l'écart ». Et la gauche disait la prime pour l'emploi a été une conquête de l'époque jospinienne qu'on ne doit pas assimiler à l'autre conquête RMI. Et c'est très intéressant, me semble-t-il, parce que ça montre, et c'est ça le sujet, une sorte de vision politique cloisonnée qu'on entend beaucoup dans les discours, qui alimente tous les discours sur l'assistanat, sur le fait que la société serait constituée de deux catégories, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et en réalité, ça n'est pas le cas. Il y a une sorte de continuum absolument extraordinaire entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, avec des périodes où on ne travaille pas, des périodes, etc. Et des périodes où on travaille sans avoir les moyens de vivre de son travail, etc. Et c'est cette complexité les grilles politiques n'ont pas pris en compte, et les grilles administratives, fiscales, sociales ne savent pas prendre en compte depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mensualisé ? Parce que les CAF ont dit, moi j'envoie déjà des paplards tous les trimestres, allez vous faire foutre pour en envoyer tous les mois, ça va me tripler le nombre de timbres que je dois payer. Je caricature à peine. Et donc, d'où Quatrième chose, donc mensualisation, non-mensualisation, bulletin de salaire, qui ne voulait pas ? Les syndicats. Les syndicats disaient, hors de question, on veut bien soutenir le RSA, la CFDT était pour, la CGT était neutre quand on a fait ça. On veut bien soutenir le RSA, mais à condition que ça soit invisible et transparent pour l'employeur. Avec le sujet du risque que l'employeur fasse exactement le mécanisme d'aide au logement à l'envers. C'est-à-dire, je connais le montant du revenu d'existence, du coup, je connais ta situation familiale, ton nombre de personnes à charge, etc., etc. Et du coup, je vais en déduire le salaire que tu mérites. Et donc, ce point, voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que les 4 ou 5 points que vous avez considérés comme évidents étaient 4 ou 5 points qui étaient dans notre proposition initiale et qui, à chaque fois, ont donné lieu à débat ou à opposition de parts différentes. Ça. Et puis, dernière chose sur le non-recours, il faut que les choses soient claires. Le non-recours est organisé et voulu. Le non-recours n'est pas simplement un effet pervers d'un mécanisme administratif. Le non-recours est politique et budgétaire, purement. Et il faut avoir les choses en tête. Quand on crée le RSA, on le conçoit en 2005, on le fait voter en 2008, on n'a pas encore la crise financière. On est à une époque où l'obsession de tout le monde, de droite et de gauche, de droite politiquement et de gauche en tant que majoritairement président des conseils généraux à l'époque, c'est de dire on en a marre de l'explosion du RMI. Et donc de craindre le sur-recours, et face à la crainte du sur-recours, d'essayer de mettre 4 ou 5 verrous dans le système. Et alors, il y a eu 4 ou 5 verrous, on s'attendait à un assez fort recours du RSA. Au bout de 4 mois, on ne l'a pas vu. Moi, je suis revenu en disant, bah, écoutez, je sais exactement où on a mis les 5 verrous. On en enlève 1, on en enlève 2, on en enlève 3. Et entre 2009 et 2014, aucun gouvernement n'a voulu enlever les verrous jusqu'à ce que la prime d'activité leur échappe, finalement. Mais aucun. Donc le non-recours était totalement non voulu. C'était extrêmement facile d'enlever, de faire des formulaires plus simples, d'annualiser une part. Il y avait 4 ou 5 astuces qui permettaient de lutter contre le non-recours. Donc c'était un rationnement budgétaire. Donc l'idée effectivement d'interdire finalement à des gouvernements de faire du non-recours avec l'automaticité est probablement quelque chose qui permet d'éviter cette tentation. Alors ensuite, je reviens en 2 minutes peut-être sur la question d'État-providence. Avec la première phrase que j'ai prononcée, que vous avez probablement oubliée, je le redis, pour moi, la définition de l'inclusion, c'est de permettre à chacun d'avoir une place utile dans la société, lui permettant d'avoir des moyens dignes d'existence.
si, quand vous regardez, et je le vois, la même chose en tant qu'employeur. En tant qu'employeur, je m'aperçois qu'au cours des 15 dernières années, on a supprimé à peu près toutes les catégories C, pour ceux qui connaissent la fonction publique, de l'hôpital, en considérant que ça n'était pas rentable. Et donc la pyramide des emplois s'est complètement inversée. Elle commence à la catégorie B et elle monte très haut. Et la France est comme cela, c'est-à-dire qu'elle a supprimé sa base des emplois peu qualifiés et peu productifs. Pourquoi ? Parce que, là je parle sous tout contrôle, Daniel, je pense qu'il y a une loi qui fait qu'on ne peut pas, une loi économique, qu'on ne peut pas payer en dessous du niveau de productivité d'un salarié. Et donc il y a des gens qui ont une productivité faible et pour lesquels il faut absolument qu'il y ait des revenus salariaux et extrasalariaux. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, finalement, et alors avec une ambiguïté dans les vocabulaires, y compris de Julia sur « je joue sur le salaire net », c'est ce qu'on aurait appelé l'augmentation de la part des revenus non salariaux dans le revenu professionnel d'un ménage, finalement. Et il me semble que l'un des intérêts sur lequel qu'on nous souligne peu dans le débat sur le revenu universel, c'était quasiment absent, c'était comment on passe d'une période, qui est la période des années 70 aux années 2000, où on a pensé que la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la pauvreté au travail passait par la revalorisation du SMIC, totalement absent aujourd'hui des débats, pour des raisons qu'on comprend très bien, parce que c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde a implicitement admis qu'il y avait un problème coût du salaire, des salaires minimums. Et du coup, on shift vers un débat général sur comment est-ce qu'on peut compléter les bas salaires ou les salaires les plus faibles par des revenus non salariaux, qu'on appelle revenus d'existence, qu'on appelle prime d'activité, qu'on appelle RSA, finalement, peu importe. C'est-à-dire qu'on va vers une société, et moi, ça me paraît logique, dans laquelle on essaye de trouver la meilleure combinaison entre les revenus du travail et les revenus de la distribution. Grosso modo, vous pouvez obtenir par vos qualifications, votre pouvoir de négociation, votre état des revenus du travail élevés. Votre partie de revenus de distribution doit être vous contribuer. Vous ne pouvez pas, à cause de votre qualification, de votre âge, etc., en avoir. Et du coup, vous devez bénéficier de revenus de distribution qui se combinent avec vos revenus de travail pour ne pas annuler l'un et l'autre. Et c'est ça le sujet le plus compliqué, c'est où on place les curseurs et les mécanismes pour qu'il n'y ait pas de substitution de l'un à l'autre. Et personne ne peut balayer cela. C'est aussi injurieux de dire à un pauvre que le seul truc qui l'intéresse, c'est de vivre d'un parasite de la société, que de dire à un pauvre qu'il ne fera jamais d'arbitrage entre les revenus de travail et la revenu de solidarité. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, chacun réfléchit en disant comment j'optimise mon revenu et comment je l'optimise avec tout ce qui est disponible. Donc considérer que la question ne se pose pas pour les pauvres est aussi injurieux que de les traiter de parasites. Elle se pose pour tout le monde, pas avec les mêmes pouvoirs de négociation, etc. etc. Donc ces questions de substitution ou de combinaison positive et de supprimer les éléments désincitatifs vers le travail. Moi, je n'ai jamais parlé, quand on a créé le RSA, de on va inciter les gens à travailler, on va supprimer les facteurs qui peuvent les désinciter. C'est assez différent. Alors, je reviens sur les jeunes. Sur les jeunes, moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que de juste prendre les lois actuelles et dire je remplace 25 ans par 18 ans est dangereux. Et ce que tu évoquais tout à l'heure pose un risque de désocialisation et d'éviction du travail. Il ne faut pas oublier une chose absolument extraordinaire. Vous vous rappelez, j'en vois quelques-uns qui ont des cheveux aussi blancs que moi, donc vous vous rappelez 94, le SMIC jeune. Ça vous rappelle quelque chose ? 1 million de jeunes dans la rue, on voulait payer les jeunes au SMIC et 70% du SMIC normal. 1 million de jeunes dans la rue, retrait, et depuis 94, tous les responsables politiques de droite et de gauche jurent qu'on ne les reprendra plus, qu'ils ont fait une grosse connerie, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a reculé là-dessus ? Explosion fabuleuse des stages, ce qui fait que les jeunes, au lieu d'être payés 70% du SMIC, ont été payés 30% du SMIC avec des indemnités d'âge. C'est absolument fabuleux ce qui se passe entre 1994 et 2005, les 10 années qui suivaient, augmentation. Donc le fait qu'il y ait une problématique chez les jeunes, à la fois
d'un coût du travail qui les pénalise, c'est évident, et à la fois que s'ils bénéficient de revenus de transfert, il est très probable que les employeurs n'aient pas envie de leur donner des salaires, indépendamment du comportement des jeunes eux-mêmes, impose qu'on ne puisse pas, à mes yeux, avoir une vision simple de répondre simplement revenu universel des 18 ans. Donc je pense que si j'avais 20 milliards d'euros à ma disposition pour les 18-25 ans, j'en ferais 3 tiers. Un tiers pour augmenter les revenus des jeunes, donc qui peuvent être une RSA à partir d'un certain âge, etc. Un tiers pour effectivement les questions de formation, et un troisième tiers pour réduire le coût du travail des jeunes de manière compensée sans que les jeunes en bénéficient. Donc je mettrais 3 fois 6 milliards et demi sur chaque, plutôt que de mettre 20 milliards dans le même panier simplement du revenu. Voilà. Merci Martin. Non, mais c'est bien clair qu'il y a derrière ces histoires de travailleurs pauvres, il y a tout de même deux questions de nature différente. Il y a le salaire du SMICAR à plein temps dont on considère qu'on n'arrive plus à le revaloriser et pour lequel on doit faire quelque chose. C'est un sujet que le revenu universel peut aider à régler. Mais il y a un autre qui, à mes yeux, est le cœur du dispositif. Ce sont les gens dont le travail est lui-même intermittent. Gens qui n'arrivent pas à rentrer dans cette case-là et pour lequel on a besoin de réfléchir et de poser un mécanisme d'assurance sociale qui fasse que, quels que soient les allers-retours dont parlait Jean-Éric tout à l'heure, on soit sûr qu'on ne va pas perdre ce socle qui permet de rebondir après. Si on peut les fusionner, ce qui est un peu l'idée de Julia, très bien, je trouve que ça va dans le bon sens, mais il y a un instrument pour deux objectifs qui ne sont pas exactement de même nature. C'est un peu ça aussi l'ambiguïté de la discussion qu'on peut avoir sur la façon de calibrer l'objectif. Ajouter juste un petit mot, moi ce qui me frappe dans tous ces débats, c'est qu'on parle beaucoup des revenus, mais pas un moment de la question des dépenses et des coûts pour les plus pauvres, qui est aussi, je pense, un effet social et économique majeur, et sans se poser la question de savoir si de la redistribution peut avoir un effet inflationniste sur un certain nombre de... Est-ce que si on distribue 20 milliards de plus, il y aura vraiment 20 milliards de gains nets, ou est-ce qu'il y a une partie qui sera absorbée par une évolution des prix? Ok, on continue à cet ordre-là. Guillaume, tu veux y aller? Tout d'abord, Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique, qui a consacré un numéro spécial récemment au revenu d'existence. Tout d'abord, merci à Daniel Cohen, merci à Thierry Germain, à la Fondation Jean Jaurès et au CEPREMAP de nous avoir associés à cet événement fort intéressant. Peut-être avant de revenir sur l'avenir de la protection sociale, peut-être juste un point qui vient d'être abordé par Martin Hirsch, mais qui avait été abordé aussi par Daniel tout à l'heure et par d'autres intervenants. C'est vrai qu'il y a un arbitrage là qui est fait au profit de transferts de revenus par rapport à chercher à créer davantage d'emplois. Si on a 30 milliards, on peut les mettre dans de la réduction du temps de travail, enfin de l'exonération de cotisations sociales pour favoriser la réduction du temps de travail. Là, on choisit de faire autre chose. C'est un choix philosophique qui correspond à ce qui vient d'être dit. Personnellement, c'est une philosophie qui continue à m'embêter. Pas parce que j'ai un amour particulier pour le travail, mais parce que je suis un vrai libéral. C'est-à-dire que je préfère que les gens touchent des revenus d'activité dans des activités qu'ils choisissent et qu'ils puissent, dans une certaine mesure, trouver sur un marché, etc., plutôt que de dépendre de transferts de l'État. Et je pense qu'en particulier, ça pose quand même malgré tout des questions de fond qui sont assez anciennes. Est-ce que ça ne consiste pas à renvoyer les femmes à la maison en leur donnant quelque chose? Ça pose aussi ce type de choix. Alors je sais pourquoi il est fait, c'est parce que, en particulier, les 35 heures ont laissé des mauvais souvenirs politiques pour des mauvaises raisons, à mon sens, mais c'est pour ça que la question du temps de travail et de la réduction du temps de travail a du mal à revenir dans le débat public, mais je ne suis pas sûr qu'elles ne doivent pas et qu'il ne faille pas chercher quand même plutôt à mettre ce type de piste
dans le débat public plutôt que ce type de choses. Mais après, le deuxième type d'arbitrage que pose ce type de mesure, c'est l'arbitrage transfert financier par rapport à service public. Alors je sais bien que tous les gens qui défendent le service, le revenu universel nous diront non, on ne veut rien supprimer, etc. Enfin, sauf peut-être Marc de Basquiat, je ne sais pas. Mais je pense que pour les pauvres, ils ont au moins autant besoin de services publics dans tout un tas de domaines que de transferts financiers supplémentaires. Dans le contexte budgétaire où on est aujourd'hui, est-ce qu'il faut privilégier des transferts financiers supplémentaires par rapport à des services supplémentaires? On a beaucoup parlé, pour dire que c'était très spécifique, de la question du logement, mais je pense qu'on a fait des conneries en termes de politique publique depuis 30 ans sur la question du logement, notamment parce qu'on a privilégié des transferts financiers aux individus plutôt que des politiques publiques de construction de logements. 40 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose sur les pauvres, de vouloir faire la même chose sur les pauvres? Alors je sais que ce n'est pas du tout dans les intentions des gens qui défendent ça aujourd'hui, mais enfin, quand on sera confronté aux contraintes budgétaires, qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura décidé de verser cet argent? Après, ça pose... alors je vais dire des choses qui sont un peu contradictoires avec juste ce que je viens de dire. Je pense que sur la question des jeunes, pour moi, il y a une question politique essentielle qui fait que c'est important, même si c'est cher. C'est la question de l'indépendance financière par rapport aux parents. Je pense que c'est une très vieille revendication, notamment pour les étudiants, etc. Mais je pense que là, il y a une question politique essentielle et il ne faut pas reculer là-dessus. Sur le fait que quand on a 18 ans, on a le droit de voter, on a le droit d'avoir des revenus indépendamment de ceux qui sont transférés par ses parents. Alors ça pose tout un tas de problèmes, il faut sans doute moduler, etc., etc. Mais je pense que sur ce point-là, moi je pense que c'est plutôt une avancée. C'est vrai que je connais bien le Danemark, je connais bien la situation là-bas. Il n'y a aucune des incitations au travail, ça a des effets positifs majeurs pour la situation des jeunes, leur indépendance dans la société. Parce que ça, si on peut le faire, il faut le faire. Alors peut-être qu'il faut prendre des précautions par rapport à un certain nombre de risques qui ont été abordés ici à juste titre. Avant-dernier point, ça pose tout ça, évidemment, des questions de financement très importantes. Alors j'ai été heureux que ça n'ait pas été abordé cet après-midi, parce que cet après-midi, quand on a parlé de financement, c'était toujours qu'est-ce qu'on pique sur les revenus ailleurs. Mais il y a d'autres pistes de financement qui ont été abordées dans le débat public, et en particulier, il y en a un certain nombre que je trouve extrêmement dangereuses. Et je pense en particulier à tout ce qui est de taxer les machines, tout ce qui est de considérer que dans les évolutions actuelles, on pourrait... Enfin, il y aurait un trésor caché qui serait qu'il y aurait des machines qui créeraient des richesses indépendamment des hommes. Je pense que ça, c'est une fiction totale et une erreur totale de raisonnement sur le plan fondamental. La seule chose qui produit des richesses, c'est le travail des êtres humains, des richesses supplémentaires. Et d'autre part, si on devait vraiment aller dans ce sens-là, je pense qu'on ne ferait qu'aggraver les problèmes du pays, à savoir rendre encore plus difficile, enfin accélérer sa désindustrialisation, etc., etc. Ça n'a pas été abordé cet après-midi sous cet angle-là en termes de financement, mais c'est quand même aussi dans le débat public sur cette question-là. Je pense que ce serait une voie extrêmement dangereuse si on devait aller dans ce sens-là. Moi, s'il y a une machine qui peut faire mon boulot à ma place, j'ai aucun problème avec ça. On peut réduire le temps de travail encore plus. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir des politiques publiques qui incitent à éviter d'utiliser des machines pour faciliter la tâche des êtres humains et la vie des êtres humains. Donc ça, c'est une question pour moi qui est importante. Par contre, sur le plan du financement de la protection sociale, il y a d'autres idées qui me paraissent plus utiles et plus prometteuses. Je pense que par contre, effectivement, l'idée de basculer une partie du financement de la protection sociale du travail sur des taxes écologiques, ça peut être une idée utile et intéressante dans le contexte d'aujourd'hui.
mais c'est d'autres choses dont il s'agit. Enfin, dernier point que je voulais aborder, c'est la question de la gouvernance de la protection sociale. Je pense que dans un pays où il y a 57% du PIB qui est des dépenses publiques, on a intérêt, on a besoin à ce que la gouvernance de ces dépenses publiques ne soit pas unique et centralisée. Donc pour moi, tout ce qui va dans le sens de l'étatisation croissante de la protection sociale, du fait que ce soit Bercy qui prenne la main dessus sur l'ensemble des dépenses publiques et qui actionne les leviers, est une évolution extrêmement dangereuse. Je pense qu'on a intérêt à conserver, plutôt à reconstruire, parce qu'il n'en reste plus grand-chose, des modes de gouvernance différents pour différentes sortes de dépenses publiques, et en particulier pour les dépenses sociales, de ne pas faire que ça dépende de Bercy et pas forcément du Parlement, et d'avoir des modes de gouvernance différents là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, donc les différentes réflexions que peut amener cette question sur l'avenir de la protection sociale. Merci. Je vais vous poser une ou deux questions. Je vais te poser une ou deux questions, Guillaume, avant que on passe à la dernière intervention. Non, mais je trouve que ta présentation, effectivement, est pleine de contradictions. C'est-à-dire que, d'abord, au nom de la liberté, on a commencé cette discussion. Est-ce qu'il faut subventionner le passage aux 32 heures ou donner aux gens les moyens de faire le choix libre de savoir s'il vaut mieux travailler ou pas travailler? C'est un peu la discussion en amont qui avait été lancée à peu près toutes les présentations, mais notamment dans le livre et la présentation de Yannick. Je pense que c'est vraiment un débat qui est à la fois philosophique et économique qui est très important. Les robots vont faire certaines choses, il y a des choses qu'ils ne feront pas, il y a des gens qui voudront travailler même si c'est mal payé parce qu'après tout ils ont envie de le faire. Si je suis sûr qu'ils le font librement, c'est ça toute la question, et c'est de bien suivre le fil qu'ils le font librement et pas parce qu'ils n'ont pas d'autre recours. Je ne vois pas d'argument philosophique pour dire, je comprends les arguments qui consistent à dire il faut un temps de travail, il faut harmoniser, s'il y a une demande sociale pour aller dans telle et telle direction, c'est tout à fait logique. Ce n'est pas le marché qui va produire spontanément une norme sociale du travail. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais une approche, disons, volontariste, qui voudrait aller plus vite que la musique, je pense qu'il y a une alternative qui est celle-là, de s'assurer que les gens ne sont pas obligés de travailler pour vivre en leur donnant un pouvoir de négociation qui leur permette d'être in and out. Je pense que ça, c'est un débat à creuser. Et en effet, les ressources sont rares. Je trouve pour le coup très convaincant l'argument que plutôt que de le mettre sur la subvention de la réduction du durée de travail, aller dans un sens qui permettrait aux gens de choisir plus librement s'ils travaillent ou pas, je pense que c'est bien. Le deuxième paradoxe dans la présentation, mais tu l'as dit toi-même, c'est sur les jeunes. C'est clair qu'il y a la ressource est rare et qu'il faut réfléchir à la question de savoir si on donne aux gens les moyens d'agir librement dans une société ou si on les accompagne en produisant avec des biens publics ce qui leur permet d'exister socialement. Cet arbitrage existe parce que les ressources sont rares. Il me semble que le terrain où cet arbitrage est le plus sensible, c'est les jeunes. Qu'au bout du compte, bien sûr, tous les jeunes aient un revenu qui leur permette d'exister librement et, si possible, à l'abri de la tutelle de leurs parents, très bien. Mais est-ce qu'on le donne à l'aveugle ou est-ce qu'on vérifie que c'est des bourses revalorisées qui permettent aux étudiants de ne pas avoir à travailler? Ce sont des stages en entreprise qui permettent de faire ce que disait aussi Martin, qu'ils deviennent employables pour telle et telle raison. Ou est-ce que voilà, c'est un chèque qui, de manière un peu forfaitaire, leur donne des conditions d'existence à un âge où ils ne sont pas encore socialisés pour la plupart d'entre eux. Le troisième point, donc sur les robots, même si je pense aussi que taxer les robots dans la situation française aujourd'hui, ce serait pénaliser l'industrie qui n'en a pas besoin. Dans un monde où certains de mes collègues comme Gilles Saint-Paul se projettent que fabriquer un robot qui fait les tâches humaines, ça coûte 500 €, le salaire de l'humain sera par définition inférieur ou égal à ces 500 €. À ce moment-là, ce n'est pas de taxer le robot, c'est taxer le propriétaire du robot, qui est en réalité la seule fiscalité qui s'imposerait dans ce monde très lointain où on n'est pas du tout. Donc philosophiquement, là encore, taxer le robot dans la mesure où il est substitut, ça n'est pas pour dissuader l'usage du robot, mais c'est pour s'assurer qu'on continue de disposer d'une base fiscale qui permette de faire les choses dont on parle. Voilà les 3 points. Et un dernier point sur la pierre, sur le fait que tout de suite l'APL crée un lobby. On a fait cette expérience
quand on a présenté ce document source de nos propres réflexions visant à fusionner le RSA à l'APL, on avait dans la salle tous les représentants des organismes d'HLM qui étaient là pour empêcher que ça se passe. Et j'ai entendu leur argument, parce qu'en effet, dans les 87% d'APL qui sont forfaitaires, les 13% qui ne le sont pas sont en effet les organismes d'HLM. Donc il y a quand même un traitement spécifique à avoir pour préserver l'instrument HLM et être sûr qu'on ne perde pas au passage cette dimension de la politique. Mais on l'a vu, on l'a connu physiquement, cet obstacle. Guillaume, tu veux comme ça, et puis après on... Sur les jeunes, moi, ce qui me paraît essentiel, c'est que ce qu'on leur donne ne dépend pas des ressources de leurs parents. C'est peut-être qu'il faut effectivement avoir des étapes et que ce ne soit pas tout à fait les mêmes niveaux et les mêmes conditions que pour les plus de 25 ans, etc. Mais c'est leur donner la possibilité de couper leurs moyens de vivre de leurs parents. C'est des gens, on considère qu'à 18 ans, ils peuvent voter, ils peuvent décider de l'avenir du pays, mais on considère parallèlement qu'il est normal qu'ils dépendent des revenus de leurs parents et des transferts que leurs parents leur donnent. Ça me paraît fondamentalement illogique, et je crois qu'on a intérêt et besoin de casser ce lien. Alors après, sur les montants, je ne sais pas ce qu'Antoine avait compté, je ne sais pas si c'était du net ou du brut. On récupère quand même pas mal si on... Oui. Mais ça me paraît quand même politiquement une question essentielle qui est posée à la société française. Si on considère que ces gens peuvent voter, il faut qu'ils soient indépendants de leurs parents. Après, sur les questions philosophiques, on ne peut pas les trancher, effectivement. Moi, je pense qu'il y a quand même un intérêt. J'ai toujours été assez anti-soviétique, et je ne pense pas qu'il y ait intérêt à ce que l'État intervienne beaucoup dans la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est la raison pour laquelle je pense continue à privilégier le fait que les gens trouvent leurs revenus par des revenus d'activité sur un marché. Après, il peut y avoir d'autres philosophies. Ce qui est vrai que c'est très intéressant avec cette affaire de revenu universel, c'est qu'il y a à la fois la gauche de la gauche et les ultralibéraux qui sont d'accord pour dire qu'il faut que ce soit l'État qui paye les gens. Mais là-dessus, je suis pas convaincu que j'ai tort, mais je conçois que ce soit une question suffisamment fondamentale pour... Enfin, il n'y a pas d'argument d'autorité là-dessus. Simplement, sur la réduction du temps de travail, ce n'est pas de la subvention de réduction du temps de travail. Ce qui s'est passé avec les 35 heures, c'est que les exonérations de cotisations sociales, elles ont servi à une chose, c'est à augmenter les revenus d'activité. C'est justement la grande différence et le grand succès des exonérations sociales des 35 heures par rapport à toutes les autres exonérations sociales qui ont été faites. Les autres ont servi à baisser le coût du travail global et ne se sont pas retrouvés en fait dans de l'emploi supplémentaire, en tout cas pas à des niveaux correspondant à ce qui a été sorti. Ce qu'on a fait avec les 35 heures et les exonérations sociales, c'est qu'on a transformé des cotisations sociales en revenus d'activité. Et je pense que ça peut marcher si on le refait. Alors il ne faut pas le refaire de la même manière, mais à mes yeux, ça reste intéressant et ça ne présente pas les inconvénients que tu dis. Sur les robots, on peut discuter, mais à mon avis, il y a un robot qui vaut moins cher à produire que ce que les gens... il y a des gens qui ont travaillé pour produire ce robot. Donc, et d'autre part, on ne va pas refaire le débat ce soir, mais c'est un débat qui a 3 siècles sur le textile, etc. Alors, est-ce que cette fois c'est différent ? On nous le dit, mais je suis sûr qu'on l'avait dit aussi aux époques antérieures, et je ne vois pas de raison fondamentale sur le plan macroéconomique pour que ce soit réellement différent. C'est-à-dire que si le pouvoir d'achat... On voit dans les statistiques qu'il y a beaucoup plus de substituabilité entre les machines et les hommes qu'il y en avait dans le passé. Je vais te dire pourquoi. La part des salaires dans la valeur ajoutée baisse aux États-Unis, ce qui est le signe d'une substituabilité. Non, mais il y a d'autres phénomènes qui sont derrière ça. C'est possible, mais en tout cas, alors que les données que Thomas, par exemple, a montrées sur 2 siècles montrent que même au 18e, même au 19e, 20e, en pleine révolution industrielle, la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a pas bougé d'un iota. Ce qui a bougé, c'est le partage entre rente et capital, pas du tout la part des salaires dans la valeur ajoutée. Enfin, c'est juste pour dire qu'il y a des éléments statistiques qui font penser
on ne va pas avoir le dernier mot sur cette question, quelque chose de nouveau est en train de se produire. Mais ça nous éloigne du revenu universel. Ok, vas-y, tu veux dire un dernier mot, c'est bon? Ou on passe à... Ok, merci. Alors, donc, dernière intervenante, Diana Filipova. Vous allez nous présenter votre think tank. Alors, je suis cofondatrice du think tank WeShare, qui est un think tank sur l'économie collaborative et plus généralement les nouveaux modèles économiques et sociaux. Et je suis doctorante en sciences sociales, donc je fais partie du club, sous la direction d'Antonio Casilli, qui travaille notamment sur les questions de travail digital. Et moi, mon sujet de thèse, il concerne concrètement l'organisation du travail, l'autonomie, donc question de liberté notamment, plus en philosophie politique, à l'ère de la montée des nouveaux modèles économiques, et notamment ceux de plateforme. Voilà. Je travaille beaucoup aussi avec l'écosystème startup et sur les nouvelles technologies. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'édite un journal qui s'appelle Kiss My Frogs, qui porte sur les startups et sur la critique de la tech. Voilà. Donc, je vais commencer par parler un peu pourquoi j'ai un grand problème avec la manière plus globalement dont le débat sur le revenu universel s'organise pendant cette campagne présidentielle en ce moment. C'est qu'on a l'impression finalement que, premièrement, c'est comme si en fait on avait déjà vendu la peau de l'âne. On parle des modalités de mise en œuvre, donc beaucoup de questions de montant, de comment on va le distribuer, est-ce que ce sera sur une fiche de paye séparée ou pas. Donc vraiment une approche extrêmement technocratique d'une question qui mériterait un traitement politique. Et puis j'ai aussi un second problème, c'est qu'on a l'impression que c'est presque la dernière tentative pour surtout ne pas parler du futur du travail et du futur de l'organisation du travail à l'ère des énormes bouleversements technologiques, sociétaux, économiques que nous sommes en train de vivre, comme si on essayait de se rattraper à ce dernier gimmick après les exonérations, la création de SMIC, la création d'un SMIC jeune, etc., pour sauver le monopole du salariat dans les sociétés. Et donc quand je parle du monopole du salariat, je ne parle pas de chiffres, je parle de sa place symbolique aujourd'hui, qui est celle de l'intégration. Nous sommes aujourd'hui présents, notre vivre, notre être au monde, dans la société française, est majoritairement déterminé par le salariat, et lorsqu'il ne l'est pas, eh bien, c'est un problème qui n'est pas résolu du tout de la même façon pour toutes les catégories sociales et professionnelles, puisque certains s'en sortent très bien. C'est le cas des professions libérales, c'est le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui freelance, et d'autres s'en sortent très mal. C'est le cas des travailleurs des plateformes, des travailleurs du digital, qui aujourd'hui, en fait, non seulement ne sont pas substitués par des machines, comme on pourrait l'espérer, mais en fait font le travail théoriquement qui devrait revenir aux robots. C'est ce qu'on appelle justement le travail digital, par exemple, des tâches payées à 1 centime, 2 centimes, 3 centimes sur Amazon Mechanical Turk, qui consiste à cocher des cases, etc., qui pourraient être effectuées par un enfant de 3-4 ans et qui aujourd'hui sont la seule façon d'accéder à un revenu et au travail pour une partie de population croissante. Aussi, bien sûr, on extrapole la question au reste du monde, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On se rend compte en plus que ce travail-là, il est de plus en plus délocalisé. Délocalisation, c'est un mot compliqué parce qu'il est immatériel, il est virtuel, mais vers des travailleurs des pays émergents, par exemple en Inde, en Chine, des gens qui modèrent du contenu sur Facebook. Donc toutes ces questions-là, en fait, pour moi, elles sont absolument fondamentales et on n'en parle pas du tout. Et on a l'impression qu'on a sauté du tout salarial plein emploi, loi du travail, à revenu universel. Et il n'y a pas du tout eu de débat public ou de réflexion sur c'est quoi l'organisation du travail demain. Voilà, donc en gros, mes 3 critiques principales, c'est qu'on est dans une discussion technocratique qui n'est pas ancrée idéologiquement en soi, puisque, comme le disait Guillaume, en fait, aujourd'hui, on va dire, ceux qui défendent avec le plus de hargne le revenu universel, c'est la Silicon Valley, et notamment les penseurs de la Silicon Valley qui voient finalement un moyen... je crois que cette expression qui est assez horrible, que des riches travaillent, en fait, les très qualifiés travaillent pour produire d'une façon pour que les pauvres consomment des biens gratuitement. Donc c'est entretenir en fait cette polarisation entre des très 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 qualifiés qui tiennent les manettes politiquement et économiquement et le reste de la population qui, en plus, avec une évolution technologique et l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus sophistiquée, risque de se retrouver dans les choux et quasiment en fait exclus de la société. Donc cette absence d'ancrage idéologique, elle est simplement due au fait qu'encore une fois, on ne parle pas de travail, mais d'une mesure de redistribution monétaire.
Et à ma connaissance, on n'a jamais réussi à résoudre une question politique avec une transaction financière. Parce que finalement, c'est de ça dont il est question. Voilà, donc à la fin, peut-être le problème qui se pose ici, c'est la question de la liberté. On n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, il y a cette question de l'autonomie. Est-ce que le revenu universel va permettre d'accéder aux travailleurs aujourd'hui à plus d'autonomie par rapport aux employeurs ou à une organisation qui, aujourd'hui, est dans un rapport de force extrêmement favorable, comme dans tous les moments de crise, dans tous les moments de chômage extrêmement importants. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le revenu universel, il donne cette possibilité de s'organiser aux travailleurs supérieurs, de pouvoir avoir davantage voix au chapitre. C'est par exemple le cas, si on observe ce qui se passe sur les plateformes du type Uber. Aujourd'hui, ils sont absolument désorganisés. Ils n'ont aucune instance de représentation, ni syndicale, ni même, sans rentrer dans le syndicat, juste quelqu'un, un porte-parole qui pourrait aller négocier face à Uber et défendre des choses qui sont non monétaires. Donc au-delà de la baisse, par exemple, de rémunération pour un trajet de 20 ou 30% qui est absolument unilatérale, ils ne peuvent pas protester contre le fait qu'ils sont déconnectés, ils ne peuvent pas aller porter des mesures en termes de régulation du temps de travail, parce que ce sont des questions, encore une fois, il y a une polarisation entre le droit du travail et le reste. Vous pouvez être connecté pendant 60 heures sur Uber en tant que chauffeur sans que personne ne vous dise rien. Donc en fait, juste pour donner ces exemples-là, je voudrais montrer la polarisation extrême qui existe entre le monde de ceux dont on parle du point de vue du salariat et ce qui se passe en fait dans une catégorie population croissante qui existe en France, mais qui est surtout visible dans un pays qui fait tout beaucoup plus vite, qui sont les États-Unis. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment peut-être trois voies qu'il faudrait aborder en termes d'évolution de notre protection. Et en fait, ils dépendent concrètement de choix politiques, donc, qui devraient être portés par un parti, par une idéologie de droite ou de gauche. Voilà. La première, c'est qu'on reste dans le tout salarial. C'est qu'on dise on veut préserver l'emploi, le salariat comme épine dorsale de l'intégration sociale, politique, économique de notre société. Dans ce cas-là, il faut faire quelque chose avec, par rapport à la dégradation croissante de la position des classes moyennes et la création d'une catégorie de population qui aujourd'hui est en fait relayée aux marges du travail à la tâche, des petits jobs qui vont devenir de plus en plus importants pendant cette transition numérique. Ce n'est pas vraiment le choix que personnellement je ferais. Le second choix, c'est de prendre acte du fait qu'on va avoir des bouleversements fondamentaux de notre organisation du travail et de se reposer la question de ce qu'on voudrait voir comme relation salariale demain. Est-ce qu'on est toujours dans un deal subordination, ce terme-là de subordination contre sécurité, ou est-ce qu'il ne faudrait pas décorréler partiellement ou totalement, donc ça c'est le cas du revenu universel qui serait à un niveau supérieur au niveau de vie, on va dire quasiment égal au SMIC. Il ne faudrait pas décorréler partiellement ou totalement le revenu du travail. Et alors là, il y a vraiment deux voies. Il y a la voie monétaire qu'on a abordée, et puis il y a la voie du service public. Donc là, je rejoins ce que disait Guillaume. C'est une question du service public universel. Par exemple, ce qu'on connaît en France un peu en matière de santé. Il faudrait l'extrapoler et l'appliquer à des domaines aujourd'hui où les risques sont très importants et qui sont apparus en fait depuis 10 ou 20 ans. J'en vois deux principalement, notamment au niveau de la jeunesse. C'est l'accès au logement, qui est aujourd'hui fortement conditionné par l'existence d'un CDI et la possibilité de se loger dans les grandes villes. Et la deuxième chose, c'est l'accès à l'éducation, qui aujourd'hui est extrêmement important, puisque c'est ça qui va garantir, même si on reste dans un système salarial, l'employabilité des personnes tout au long de la vie. Donc on n'a pas trop parlé du CPA, du compte personnel d'activité. J'ai l'impression, en tout cas, je n'ai pas entendu ce mot cité. Mais pourtant, c'était quand même un projet, une discussion qui était très intéressante, qui était ouverte sur si on crée en fait un portefeuille, qui n'était pas un portefeuille monétaire, mais un portefeuille où il y aurait un ensemble de droits, de services, pourquoi pas aussi de dotations monétaires qui pourraient être librement tirées par des individus avec néanmoins un accompagnement de l'État, puisque l'idée, ce n'est pas juste de créer une plateforme complètement désintermédiée, mais de recréer tout un ensemble de services publics autour de ce portefeuille-là. Je regrette grandement que cette question ne soit absolument pas abordée, alors qu'en fait, la loi a déjà été passée, et s'il y a vraiment une chose, à mon avis, qu'on peut saluer unanimement, c'est cette disposition de cette loi-là, et qu'il faudrait travailler là-dessus, puisque la poche a déjà été créée. Voilà. Merci, on applaudit.
Non, mais en vous écoutant, et on va terminer là-dessus, c'est vrai que, il y a plusieurs choses, mais on voit qu'autour de ce revenu universel s'agrège une constituency, comme on dit en anglais, c'est vraiment un public captif très, très hétérogène. On a les travailleurs pauvres, on a les artistes qui voient bien que c'est une façon d'exercer leur activité de la manière faiblement rémunérée qui, pendant longtemps, en tout cas, peut les hanter. On a beaucoup parlé pendant la campagne, je trouvais que c'était intéressant, les paysans qui ont du mal à vivre et qui veulent rester dans les terres. Donc on voit tout d'un coup, en effet, toute une série de personnes qui surgissent. Et la question philosophique, effectivement, enfin, c'est pas philosophique, c'est presque politique, c'est est-ce qu'en faisant ça, au fond, pour le dire bêtement, on subventionne le travail freelance et donc, ce faisant, en réalité, on accentue ce biais et on contribue avec la meilleure volonté du monde à la fin du salariat, ou en tout cas à sa déliquescence, puisqu'on rendra plus simple de rendre socialement acceptable cette vie en dehors du chose, en dehors du cadre classique du salariat. Est-ce qu'on est les complices de ça, ou est-ce qu'au contraire, on donne la bonne réponse à une situation de fait qui est en train de se généraliser et que l'hypocrisie générale pourrait nous conduire à oublier, à omettre, au risque d'une grande souffrance sociale pour tous les gens qui sont concernés. C'est vraiment la difficulté. Je reviens à notre exercice avec la Gironde. Est-ce que c'est un instrument qui va accroître la précarité ou qui va la combattre ? Ça fait partie d'une des questions absolument fondamentales que seule l'expérimentation sociale peut nous aider à répondre. Parce que, bon, malgré ce que disait Yannick, il y a des inconvénients. Moi, je pense qu'on va beaucoup apprendre si au bout du compte, on voit que ça n'augmente pas la précarité, que ça ne tend pas à réduire les salaires à proportion, par exemple, du temps de travail, mais que peut-être c'est le contraire, parce que ça donnera aux gens les moyens d'avoir une négociation plus rude sur les conditions d'existence sociale qu'on leur propose. Voilà, c'est toutes ces incertitudes, mais qui sont passionnantes parce que ça nous fait sortir, on va dire, de ce qui, en effet, pendant très longtemps, a été le seul cadre de la discussion qu'on pouvait avoir. Quel est le quantum de baisse de cotisation, charge de cotisation sociale qui rend solvable les bas salaires? Je trouve que là, on est passé à un autre état de la discussion qui est vraiment très exaltant, avec toutes les incertitudes qui montrent aussi le degré de notre ignorance absolue sur ces questions. Bon, Martin, tu veux dire un petit mot pour en réponse à tout ce qui a été dit, et puis comme ça, tu auras le mot de la fin. Mais je prétends pas avoir le mot de la fin. Mais je pense vraiment, moi, ce qui me tient le plus à cœur, quand on parle de l'évolution de la société ou du salariat, pour moi, la problématique n'est pas là. On a une société qui s'est construite de manière binaire, avec deux catégories, celles et ceux qui peuvent vivre de leur travail et celles et ceux qui, entre guillemets, vivraient du travail des autres. Et je pense que c'est une mauvaise vision de la société. Moi, ce qui m'intéresse dans les débats d'aujourd'hui, dans les débats des mois passés et des mois à venir, c'est est-ce qu'on admet qu'en fait, on fait société tous, en ayant tous des ressources qui ont deux origines, une origine individuelle, liée à son travail, son activité, et une origine collective de solidarité, qui peuvent être, encore une fois, négatif quand on est riche pour contribuer et positif quand on est pauvre, et que toute personne ait ces deux dimensions-là. Ensuite, il y a comment le boutique, quel curseur on met, etc. Première chose. Puis la deuxième chose, le curseur général, je pense qu'on doit avoir intérêt à viser la plus forte part dans l'ensemble de ces revenus, de revenus qui viennent quand même du travail et de l'activité par rapport à la part indispensable qui viennent des transferts. Et troisièmement, il faut avoir en tête les carrières et les trajectoires individuelles. Le pire dans cette société, c'est non pas le passage pendant 6 mois, 1 an, 2 ans d'une période précaire, c'est la proportion de celles et ceux qui vont vivre pendant 20 ans ou 40 ans ou 50 ans dans des conditions extraordinairement précaires. Et ça, cette vision de se dire qu'on peut admettre un moment de précarité à partir du moment où l'espérance de pouvoir en sortir est élevée, et ça, on ne s'y attaque pas beaucoup, je trouve. Ok, bon, donc le débat continue. Merci.